Bonjour à tous, c'est Alexandra des blogs Les Tribulations d'une Asperger et Les Tribulations d'un Petit Zèbre. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusivement consacrée au syndrome d'Asperger, puisque vous avez été très nombreux à me demander d'en faire une. Jusqu'à présent, je n'avais fait que des vidéos sur des billets lecture pour soit les deux blogs, soit les tribulations d'un petit zèbre. Voilà, donc je vais aujourd'hui parler du syndrome d'Asperger et en particulier aujourd'hui du diagnostic et du diagnostic à l'âge adulte. Non pas pour les enfants, mais voilà, vraiment pour les personnes qui se reconnaissent dans le syndrome d'Asperger à l'âge adulte et qui veulent être diagnostiquées. Alors j'espère que ça ne fera pas trop de bruit parce qu'aujourd'hui je suis obligée de... Vacances scolaires oblige, mon bureau est squatté par le nébrillon et donc je suis obligée de filmer dans une autre pièce qui est une pièce, un premier salon chez moi que j'ai, dans laquelle il y a mon perroquet, donc j'espère qu'elle va être plutôt sage pendant cette vidéo. Voilà, donc le diagnostic en question, donc pourtant je l'ai écrit puisque j'ai fait un billet de 3 pages complètes sur mon propre diagnostic, mais la vidéo est l'occasion finalement de le repréciser. Donc mon diagnostic, moi je l'ai passé auprès d'une unité diagnostique rattachée à un CRA. Je pense pour ma part que c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça offre un diagnostic qui est irréfutable, qui est totalement gratuit et ça a quand même son importance parce que pour le syndrome d'Asperger, le bilan ne se résume pas du tout à un simple test cognitif ou un bilan psychométrique comme c'est le cas par exemple pour le surdouement. Il y a au moins une journée, voire plusieurs jours de bilan avec différents professionnels, donc selon les besoins de chacun, psychiatre obligatoirement, ça c'est certain. Le diagnostic d'ailleurs ne se fait que par un psychiatre et pas du tout par un psychologue, comme certaines personnes le pensent parfois. Le psychologue donne son avis, donne son éclairage en fonction des bilans qu'il a réalisés, psychologue ou neuropsychologue, mais c'est le psychiatre obligatoirement, c'est un médecin qui doit poser le diagnostic de syndrome d'Asperger ou de spectre autistique, TSA, TED, peu importe, que ce soit Asperger ou une autre forme d'autisme, comme pour le TDA, TDAH, c'est un médecin obligatoirement et ça n'est pas un psychologue. Le psychologue n'intervient qu'à son échelle à lui, on va dire, pour les tests qui le concernent. Mais il y a aussi, pour certaines personnes, besoin, par exemple, d'un psychomotricien, d'un orthophoniste. Voilà, il peut y avoir différents professionnels qui vont intervenir. Et donc tout ça, réalisé dans le privé, ça a un coût, évidemment. Donc l'intérêt du CRA, c'est la gratuité, notamment. Alors, effectivement, les délais sont très très longs. Par exemple, moi, à titre indicatif, j'ai attendu presque 3 ans entre le début des démarches et réellement mon diagnostic, donc ça peut décourager des personnes, ça peut sembler vraiment extrêmement long, et c'est extrêmement long quand on se reconnaît dans quelque chose et qu'on a l'impression que, quand on a besoin de savoir, quand on se dit que avoir une réponse, ça va pouvoir donner comment dire, un sens différent à toute sa vie, et surtout quand on regarde rétrospectivement son parcours, son enfance, son adolescence. Après on voit les choses évidemment différemment, même si le diagnostic ne change rien dans l'absolu. Voilà, donc pour ma part je conseille quand même toujours les CRA, alors sachant que malheureusement, donc il faut savoir que chaque CRA, alors CRA c'est Centre de ressources autisme, et les CRA alors, ne font pas que des diagnostics, hein. Il y a par exemple, on peut trouver des unités de diagnostic, mais également des pôles de prise en charge. Le CRA a aussi un rôle informatif, peut aussi prêter des livres. Voilà, le CRA, c'est vraiment on va dire, c'est un organisme qui est présent dans chaque région en France, qui regroupe tout un tas de choses, tout un tas de dispositifs, et donc les unités diagnostiques, eh bien, là encore, elles ne sont pas forcément fonction de chaque département. Les départements qui sont plus faiblement peuplés vont être regroupés, comme par exemple, maintenant il y a une unité diagnostique Drôme-Ardèche, donc les gens qui vivent en Ardèche doivent se déplacer
sur Valence, dans la Drôme, et encore que cette unité est quand même assez récente, alors qu'auparavant, donc les gens de Drôme-Ardèche devaient eux aller sur Grenoble ou sur Lyon. Donc le CRA Rhône-Alpes, par exemple, est quand même assez vaste, puisque la région est grande, et dispose par exemple sur Lyon d'une unité spécialement créée pour les adultes, pour ne pas interférer entre guillemets sur les demandes pour les enfants qui sont toujours prioritaires, mais même sur les demandes pour les enfants, l'attente est longue. Et en plus, donc c'est sectorisé, il faut bien le savoir, je l'ai déjà dit dans certains billets, mais voilà, le CRA, on ne peut pas choisir en fait vers quel CRA on va se tourner, c'est vraiment en fonction de son adresse de domiciliation. Donc si par exemple on est mécontent ou on est opposé à un diagnostic ou à un non-diagnostic qui a été émis par exemple par le CRA, par l'unité diagnostique donc du CRA de sa région, on ne peut pas dire par exemple je vais aller à l'autre bout de la France et je vais m'adresser à un autre CRA, à moins de déménager. Mais voilà, c'est totalement gratuit, à condition, donc c'est d'où l'intérêt d'avoir, enfin il faut impérativement présenter une carte vitale, avoir des droits à la CPAM qui soient valides, qui soient à jour, et il faut fournir tout ça au CRA, mais il n'y a en contrepartie absolument aucune avance de frais. Contrairement à ce que les gens pensent des fois que c'est quelque chose qui est remboursé, même pas. C'est-à-dire que le diagnostic, la totalité du diagnostic, y compris les tests psychométriques, les tests de personnalité, l'entretien avec les psychiatres, avec tous les professionnels, la totalité du diagnostic est vraiment totalement gratuite, mais pour cela, il faut accepter d'aller auprès d'une structure donc, qui est sectorisée, qui dépend donc exclusivement de son adresse de domiciliation. Et donc si par exemple on habite dans un département qui n'offre qu'une unité de diagnostic, et si l'unité de diagnostic est à l'autre bout du département, dans tous les cas il faudra aller vers cette unité-là et pas l'unité du département d'à côté qui peut-être est géographiquement plus proche de vous. Voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir les professionnels qui vont nous diagnostiquer, et ça aussi ça peut être un problème parce que tous les CRA entre guillemets ne se valent pas. Certains professionnels, alors je pense que quand même, tout de même, personnellement j'ai tendance à penser, en tout cas à espérer fortement que la plupart des professionnels dans les CRA sont suffisamment formés à l'autisme et surtout au syndrome d'Asperger, notamment vis-à-vis des femmes, pour savoir reconnaître correctement, identifier comme il se doit les gens qui s'adressent à eux. Maintenant, parfois j'ai aussi des retours et d'autres personnes Asperger qui sont notamment par exemple sur mon groupe Facebook pour les adultes Asperger nous font part des fois de retours plutôt mauvais dans certaines régions. Voilà. Mais ça malheureusement c'est un petit peu le lot de... Eh bien, dès qu'il y a des structures gérées conditionnées par le facteur humain, on ne peut jamais être sûr, c'est-à-dire que le diagnostic n'est pas émis évidemment par un robot, donc il sera fonction d'une équipe, il sera fonction des compétences de cette équipe, et donc effectivement tous les CRA ne se valent pas, de la même manière que tous les CRA ne vont pas forcément demander les mêmes choses. Alors certains par exemple demandent obligatoirement un courrier d'un psychiatre, d'autres pas du tout, rien du tout. D'autres demandent le courrier d'un médecin traitant. Certains CRA demandent notamment des écrits de la famille ou des proches, mari, femme, parents, etc., sur le quotidien de la personne qui veut se faire diagnostiquer ou sur son enfance, ce qui peut être parfois problématique parce que, par exemple, quand on a 40 ans, il est parfois difficile de se tourner vers ses parents et de dire papa, maman, j'étais probablement un enfant autiste, vous n'avez rien vu, mais c'est pas grave, aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez-moi comment j'étais enfant parce que j'en ai besoin, etc. Voilà, ça peut compliquer les choses pour certains adultes qui sont soit qui n'ont pas envie de faire connaître cette démarche auprès des leurs, qui n'ont pas forcément non plus encore les parents en question, peut-être pour répondre à ce genre de questionnaire. Voilà, alors ça, les CRA sont assez inégaux à ce niveau-là, de la même manière qu'en termes de bilan, excusez-moi,
Certains CRA font des bilans extrêmement complets, d'autres vont faire des bilans assez minimalistes et balayer des fois comme ça très rapidement des demandes diagnostiques avec très peu d'éléments en définitive ou accorder un diagnostic de syndrome d'Asperger de la même manière avec finalement assez peu d'éléments réellement expérimentés, enfin comment dire, peu de choses réellement passées dans les CRA, parce que par exemple, moi j'avais déjà passé un premier bilan psychométrique, mais le CRA me l'a refait passer. En général, les tests, toutes les choses qu'on a pu amener soi-même, sont quand même, voilà, elles sont passées, parfois filmées, d'autres pas, ça encore, ça dépend des CRA. Certains, enfin des CRA, c'est pas le CRA qui diagnostique, hein, mais quand je dis des CRA, c'est-à-dire que ça dépend des régions. Certaines régions vont filmer par exemple les entretiens, d'autres ne filmeront qu'une toute petite partie, d'autres ne filmeront rien du tout. Voilà, il y a un petit peu de tout. Autre chose concernant le diagnostic, parce que ça m'a beaucoup été demandé, le diagnostic des femmes qui semble être assez compliqué de façon générale déjà. Alors, et ce, quelle que soit la région, là pour le coup, quel que soit le pays également, hein, puisqu'il y a des écrits aussi, par exemple, aux États-Unis, notamment le livre de Rudy Simon qui parle des femmes en particulier avec le syndrome d'Asperger, donc ces fameuses Aspergers, d'où le nom du blog en hommage à Rudy Simon. Alors, il est souvent question de beaucoup plus d'hommes que de femmes concernant l'autisme de façon générale et également concernant le syndrome d'Asperger. Moi personnellement, j'ai tendance à penser qu'un petit peu à la manière du surdouement, c'est-à-dire qu'on peut transposer les choses. Dans le monde du surdouement, par exemple, il est souvent dit, les chiffres qui sont donnés aussi, sur 10 enfants qui consultent dans un cabinet de psychologie, on estime qu'il y a entre 7 et 8 garçons pour 2 à 3 filles. Ce qui ne veut pas dire que 80% des enfants surdoués sont des garçons et seulement 20% sont des filles. On sait parfaitement, scientifiquement, qu'il y a une part égale entre les deux, mais les filles sont plus adaptées en apparence et mieux adaptées. Je dis bien en apparence parce que ça génère en général chez elles une grande souffrance, et cette souffrance chez les enfants surdoués explose bien souvent au moment de l'adolescence. Et chez les filles, ça peut être vraiment des choses extrêmement dramatiques avec anorexie, tentative de suicide, enfin un gros mal-être parce qu'elles n'arrivent plus du tout en fait à compenser et à rester dans le moule qu'elles ont si bien, dans lequel elles sont si bien contenues jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc en général, on va dire, fin du collège, lycée, elles commencent à avoir des difficultés parce qu'elles sont trop peu repérées, trop tardivement repérées. Et je pense, alors ça n'est que mon avis personnel, il est possible après tout, pourquoi pas, que dans l'autisme, admettons que peut-être que réellement il y ait, on va dire, de façon neurologique, d'une façon avérée, beaucoup plus de garçons que de filles. Mais moi j'ai plutôt tendance à penser que les femmes sont sous-évaluées, d'une part parce que souvent, alors que ce soit les psychiatres, les psychologues, en tout cas les professionnels, ont une idée du syndrome d'Asperger qui est extrêmement, encore aujourd'hui, qui est tout de même assez caricatural, et il faut que ça soit que les gens qui sont avec syndrome d'Asperger, pour certains professionnels, il faut que ça rentre dans des cases bien précises. Or, les femmes, on le sait, donc encore une fois, comme dans le surdouement par exemple, eh bien, ont passé toute une vie entière à se normaliser en apparence, à jouer les caméléons. Chut, Vanda, s'il te plaît. Et donc, il est très difficile finalement d'aller gratter la peinture et de voir la réalité de la personne en dessous. Il est aussi difficile, et ça c'est quelque chose qui je pense est important de souligner, de laisser tomber finalement les masques, même quand on va jusqu'au bout du diagnostic, et d'accepter lors du diagnostic, pour une femme en tout cas, de se montrer telle qu'on est ou telle qu'elle est, parce que je dis telle qu'elle est,
ça m'a concernée aussi, ça a été quelque chose de... Enfin moi je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me montrer tout à fait honnête et vraie par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce que j'avais toujours eu au fond de moi. Mais je pense que c'est une difficulté peut-être supplémentaire parce que les femmes sont peut-être encore plus que les hommes, on va dire. Je ne dis pas que tout est facile pour les hommes, mais je pense que pour les femmes, il y a vraiment le poids du regard, le poids de certaines normes sociales, le poids de ce qui est attendu, surtout quand elles sont adultes et quand elles ont des enfants par exemple. Il y a le regard des autres, il y a le regard qu'on va pouvoir porter éventuellement sur sa famille. Il y a aussi souvent la crainte exprimée chez les femmes mais si je suis diagnostiquée avec syndrome d'Asperger, est-ce qu'un jour on ne viendra pas m'opposer ce diagnostic quant à une éventuelle incapacité finalement à s'occuper correctement de ses enfants, de sa famille. Voilà, enfin, il y a des craintes qui, je pense, ne sont pas forcément présentes du côté masculin. Et je trouve d'ailleurs, à ce propos, ça me permet de souligner, la vidéo me permet de parler du webdoc que j'ai partagé il y a quelques jours sur le blog, Les Tribulations d'une Asperger, un webdoc vraiment extrêmement bien fait par deux femmes, justement, donc une journaliste et une jeune illustratrice qui est également atteinte du syndrome d'Asperger. Et ce webdoc, je trouve, montre très très bien, enfin à mon sens, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, montre très très bien la différence qui peut exister entre la façon d'être des Asperger masculins et la façon d'être des Asperger féminins. Alors l'échantillon, entre guillemets, de témoignages est tout de même assez faible, donc on ne va pas en tirer des conclusions forcément scientifiques, c'est simplement un ressenti, moi, que j'ai eu, en tout cas en regardant les vidéos de vraiment cet excellent webdoc, et je trouve qu'il était vraiment passionnant à ce titre, enfin pour moi en tout cas, moi c'est ce qui m'a finalement le plus intéressé. La différence, j'ai trouvé que en fait, les hommes et les garçons qui témoignaient dans ce webdoc m'ont semblé beaucoup plus libres, beaucoup plus naturels, beaucoup plus... autorisés finalement à être décalés, à être même physiquement dans leur apparence, à être un petit peu en marge, alors que les femmes et les jeunes filles qui témoignaient m'ont toutes paru un petit peu plus en retrait, un petit peu plus conformes finalement à l'image qu'on attend de la gente féminine, même si je veux dire, toutes ont été diagnostiquées, toutes s'assumaient, mais voilà, j'ai senti un petit peu, enfin moi il m'a semblé assez évident en définitive que les femmes étaient beaucoup plus en retrait, d'ailleurs elles expliquaient savoir mentir dans certaines situations pour échapper à certaines obligations entre guillemets sociales. Il y avait une adaptation, je pense, plus forte et surtout je trouve que c'était assez net en fait, que c'était assez palpable dans ce webdoc. Voilà la différence de façon d'être homme-femme, et le webdoc était également très très intéressant, je trouve, dans le sens où il a montré que le syndrome d'Asperger ne se cantonne pas à un profil type, mais qu'il y a autant de personnes, de profils de personnes Asperger qu'il y a d'autistes Asperger. C'est-à-dire que la différence peut être quand même très grande entre, par exemple, un jeune homme qui vit chez ses parents, qui est dépendant totalement de ses parents, dont la mère rentre à midi pour faire à manger, qui ne sait pas faire son lit, etc., qui n'a pas encore appris toute cette autonomie d'adulte, on va dire, et la dernière personne qui témoigne, qui est mère de famille, qui forcément, par la force des choses et par la force de la vie, doit gérer les problèmes liés aux enfants, à la scolarité, doit s'occuper concrètement de toute une famille. La vie a fait que la dernière personne a dû s'adapter à plein de choses, mais en définitive, tous les deux ont le syndrome d'Asperger. Tous les deux vivent certainement des difficultés qui sont identiques par moment, d'une autre façon, en tout cas ont peut-être adopté des stratégies différentes d'adaptation en fonction de leurs possibilités, en fonction de leur vie. Mais voilà, je trouvais très très intéressant de montrer qu'il n'y a pas un autisme, mais il y a des autismes, et surtout il y a des visages
qui correspondent au syndrome d'Asperger, en ayant des similarités et beaucoup de similarités. Les choses vont être vécues de façon différente selon bien que l'on soit, par exemple, que l'on ait fait des études supérieures, que l'on ait déjà eu des expériences dans la vie, que l'on soit à la tête d'une famille ou que l'on soit encore chez ses parents et non indépendant, on va dire, que ce soit matériellement, financièrement, ou sur tout un tas de plans. Mais toujours est-il que cette multiplicité finalement des profils dans ce webdoc est vraiment très très intéressante à mon sens, parce que ça permet de montrer aux gens qu'il n'y a pas... finalement, il n'y a pas un profil type, et le syndrome d'Asperger n'appartient, entre guillemets, à aucune catégorie, c'est-à-dire qu'on peut trouver absolument de tout. On pourra trouver, je sais pas, quelqu'un qui est caissière, comme quelqu'un qui est médecin, on pourra trouver quelqu'un qui cherche désespérément à fonder une famille, comme quelqu'un qui a déjà des enfants, ou au contraire quelqu'un qui n'en veut pas. Il y a absolument de tout, comme dans la vie. Les difficultés liées au syndrome d'Asperger n'empêchent pas cette diversité, n'empêche pas que les gens aient une apparence tout à fait normale, parce que ça n'est pas écrit sur leur front. Alors certaines personnes ont un QI qui dépasse le seuil, on va dire, qui est reconnu de façon internationale à 130, le seuil de surdouement, dans toutes les sphères qui sont mesurées. Donc on va appeler ça un QI homogène, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de disparité entre les scores les plus hauts et les scores les plus bas. Certaines personnes ont un QI qui va être plutôt du type hétérogène, donc avec des pics d'habileté dans certains domaines, alors qui peuvent être très variés. En général, les personnes avec Asperger sont très habiles au niveau dans la sphère verbale, on va dire. Maintenant, il y a aussi des personnes avec Asperger qui sont aussi extrêmement habiles dans tout ce qui est mathématiques ou dans les matrices, ou voilà, il y a absolument tous les profils, là encore. Même si en général on observe plutôt une lenteur au niveau de par exemple, au niveau moteur. C'est quelque chose qui revient souvent dans la littérature spécialisée. Les profils de personnes avec syndrome d'Asperger ont tendance à être plus faibles à ce niveau-là et à ne pas être très à l'aise avec tout ce qui est la manipulation des choses. D'où d'ailleurs le fait bien souvent qu'elles ne soient pas très habiles physiquement, on va dire. Voilà, donc, mais dans tous les cas, bien garder à l'esprit que donc autisme de haut niveau, c'est uniquement par opposition à la déficience intellectuelle. Donc haut niveau signifie, en termes de psychologie et de psychométrie, strictement au-dessus de 70. Donc ça ne veut pas dire un autisme de haut niveau, ça ne veut pas dire l'autisme avec le surdouement, même si dans certains cas cela peut arriver, hein, les deux peuvent se cumuler comme dans mon cas, mais ça n'est pas du tout la réalité de toutes les personnes avec syndrome d'Asperger. Il y a beaucoup de personnes avec syndrome d'Asperger qui ont un QI dans la norme ou qui ont simplement des pics d'habileté dans certains domaines, mais qui aussi peuvent être tout à fait dans la norme dans d'autres domaines. Voilà, on a un petit peu tous les profils là encore, mais imaginez que toutes les personnes avec syndrome d'Asperger sont des génies à qui on va jeter des cure-dents et qui vont les compter comme ça, façon Rainman. C'est totalement faux, c'est totalement caricatural, même si après, certains, encore une fois, peuvent avoir on va dire de grandes facilités, ou en tout cas des prédispositions dans certains domaines, alors que ce soit... je dis, le domaine ça peut être autant les mathématiques que le domaine verbal, que les résolutions de puzzles, de problèmes, enfin bon, voilà, chacun après a son... j'ai bien aimé d'ailleurs ce que disait Joseph Chovanec dans une émission dernièrement, en réponse à une journaliste, je crois que c'était sur France 5, qui lui demandait donc à l'occasion de la sortie du livre « Comprendre l'autisme pour les nuls », dont j'ai parlé sur le blog et que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une partie sur comment répondre avec tact à des questions qui en manquent beaucoup, et notamment donc la question de quel est son don, entre guillemets, en parlant par exemple d'un enfant avec autisme, ou avec autisme Asperger, parce que c'est souvent ça qui est rattaché au syndrome d'Asperger. On a toujours... Enfin, l'idée générale des gens, c'est toujours que c'est un enfant ou que c'est un adulte avec un espèce de don prodigieux dans un domaine.
et Joseph Chovanec qui expliquait que, comme pour toutes les personnes, on pourrait répondre à la personne qui pose la question et vous, quel est votre don? Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un avec syndrome d'Asperger, adulte ou enfant, aurait particulièrement un don plus que quelqu'un d'autre? Effectivement, il n'y a pas de raison, si ce n'est la croyance, finalement, une croyance un petit peu qui montre en définitive la méconnaissance de l'autisme de la part des gens. Voilà, donc ça n'est pas du tout une réalité, au contraire, c'est vraiment une image reçue.